Yes. Ça va? Cool. Welcome, bien. Ouais. Bienvenue chez Aigu. C'est bien, il fait beau, il fait bon. Ouais, Ça sent bon. Installe-toi. J'installe là. Yes, c'est parti. C'est comme chez toi. Et voilà, comme chez moi, ça veut dire en slip. Salut à tous et bienvenue sur le podcast chez NU. Aujourd'hui, je suis avec Tony. Comment ça va, Tony? Très bien, et toi? Cool? Ouais, cool. Forme? Ouais. Je sirote un cru de chez NU. Hein. On va recevoir un DJ qui a réussi à vivre de sa passion. Aujourd'hui, c'est Livou. Comment ça va, Livou? Bah, très bien. Merci. On dit, c'est cool. Ouais. C'est Avec moi, c'est plaisir. un petit thé. Un thé tropical. On dit, Ça fait du bien à la gorge. Oui, c'est très bon. C'est ouf, c'est chaud. Toi, ta famille, t'es issu de plusieurs origines. c'est ça? Alors, je suis métisse, donc j'ai grandi en banlieue parisienne, donc à Courbevoie, Ok. plus précisément. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Donc je suis resté en 92, Courbevoie, Le Valois, tout ça. J'ai fait du hockey sur place pendant des dizaines d'années, Ouais. voilà, et une école de communication. Et en parallèle, j'ai commencé le DJing en achetant une platine il y a très longtemps. Donc j'avais qu'une platine, peut-être 2-3 vinyles, pas grand-chose. Certains que je piquais à mon père. Et du coup, j'ai commencé par j'ai une petite table. J'avais même pas de table de mixage au début. J'avais c'était une chaîne hi-fi Sharp où tu pouvais essayer un peu couper les fréquences. Et j'allais me brancher un auxiliaire dessus. Et je m'amusais en fait à mixer le peu de vinyles que j'avais avec la radio. Donc à l'époque Génération, Nova et voilà. Et même quand il y avait Skyrock, mais Skyrock n'était pas encore hip-hop. Skyrock était généraliste, voire en rock. T'es déjà en mode technicien, alors. Ouais, j'étais en mode Ok. les mains dans le conduit, les mains dans les câbles et tout. Et ouais, j'ai vraiment une grosse salle aussi radio. J'ai beaucoup écouté les radios. J'avais un petit poste radio. Et de là à connaître même certaines fréquences par cœur, tu vois. Skyrock, c'était combien? 96 FM. Ado? 87.8. Yes. Voilà. Énergie? 100.3. Wow. Oh là là. T'as d'autres questions ou pas? Allez, Il y avait Voltage, c'est 97.9 à l'époque. Yes, ouais, c'est ça. Et puis après, t'avais toutes les radios, genre 104.3, RTL, Europe 1, 104.7, machin. Oh, je les connais par cœur, pratiquement. Ouais. Voilà. Mais on va revenir un peu plus tôt. Qui t'a fait intéresser à la musique? Parce que Alors, en fait, j'ai une famille qui est, je dirais, musicienne en parallèle, en fait. Parce que mon père et ma mère avaient un orchestre, en fait, enfin, avec des potes et tout machin, et mes oncles. Et mes oncles qui sont guitaristes, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup de baigné dans ce truc de musique jeune, tu vois. Pas en mode pro, mais vraiment en mode amateur. Donc, en cool, c'est genre, orchestre de famille, machin, pour les mariages, machin, voilà. Mais pas non plus, la grosse armada, tu vois. C'était plus pour le kiff et tout. Avec des gros niveaux, en plus, tu vois. Et du coup, j'ai commencé alors j'ai fait le solfège. Donc j'ai fait le conservatoire de Courbevoie pendant 10 ans. Voilà, avec 10 ans. pareil autant de piano. Non, c'est 11 ans de piano. Non, c'est 10 ans de piano et 11 ans de solfège. Bien. Donc, voilà, et puis et tout ça en parallèle, j'avais donc vers 14 ans, un truc comme ça, 14-15 ans. J'ai eu un petit héritage, donc commencé à prendre des platines machin et je la fais dans le disque aussi à l'époque. Sony, Ouais. ouais. Le disque, et je faisais des compines de disques au lycée Tu faisais pour qui? pour des copains. Voilà. Quels étaient les styles musicaux que ta famille écoutait, en fait? À la maison, c'était vraiment de tout. De tout? Mon père était plutôt plus rock Ouais. et ma mère était, on va dire, beaucoup plus variété française, internationale. Ouais. Et vraiment de tout. Et il y a un style qui t'a marqué? Et moi, j'étais beaucoup plus rock au début. Enfin, Ouais. j'ai toujours eu ces deux casquettes, Ouais. rock, hip-hop. Mais tout le temps. Ça veut dire que, donc j'avais une génération où il fallait choisir. T'étais Ouais. soit un rocker, soit un mec du hip-hop, en fait. Là, Et tu moi- parles de l'époque du collège. De l'époque du collège. Comment Du collège. ta manière de t'habiller, tout ça. Voilà, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours mixé les deux, mais tout le temps. Mais enfin, tu peux le voir encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, je vais pas faire du placement de produit, mais ouais, tu peux le voir encore aujourd'hui, quoi. Des gros mélanges de tout, n'importe quoi. Et j'ai toujours aimé ça, en fait. C'est ma culture, c'est la culture skate et tout. J'ai fait beaucoup de skate aussi. J'ai toujours aimé ce truc, tu sais, genre je vais pas dire truc américain, mais c'était beaucoup plus facile là-bas de mixer les choses, tu vois. Comme sur les premiers albums de Body Count, c'était très rock, quand même, Ouais. tu vois. Enfin, Body Count, Ice-T, tout machin, c'était vraiment très très rock au début. Et j'aimais bien ce côté un petit peu mélange, tu vois, genre, comme des groupes comme Dog Eat Dog et tout trucs comme ça, tu vois. J'aimais bien ce côté un peu
rapper, rock un petit peu. J'ai toujours aimé ça, quoi. Quel moment, comment ça s'est passé pour que tu te dises, je vais aller au conservatoire? C'est toi qui as dit à tes parents, je veux au conservatoire ou? Non, c'était un peu C'est pas quelque chose, en fait, ouais. Ouais. Il me dit, ouais, bah, tu sais, quand tu vois tous tes oncles qui font de la musique, machin, enfin, Ouais. ma grand-mère, t'avais un orgue de ouf et tout. Enfin, tu sais, t'avais plein de trucs, mon père était batteur et tout. Donc, tu sais, t'as accès à plein d'instruments, tu sais, tu, Ouais. Attends, parce que, excuse-moi de te couper, mais tu aurais pu très bien te dire à l'époque, non, non, moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de... Ça m'intéressait tout de suite, hein. Mais je veux dire, dans le concept, tu aurais pu dire, non, moi, j'ai envie d'être garagiste, c'est bon, ou Non, t'es tout dans la musique, ouais. C'est sûrement non, mais par exemple, mon frère qui était dedans, mais Ouais. n'a pas forcément accroché. Il a accroché des années après, Ouais. en l'occurrence maintenant. Et c'est vrai que gamin, lui, il a pas accroché. Mais ouais, non, pour moi, c'est une suite aussi logique des choses, en fait. Je me rappelle pas l'avoir dit non plus, je veux faire ci. Tu vois, je sais pas, Ouais. la légende de dire, ouais, à 3 ans, je voulais faire du piano, c'est faux. Mais tu sais, je pense que, mes parents m'ont inscrit, et puis ça m'a tout de suite plu, et puis même le côté aussi, défi, moi, je suis un mec du défi, tu sais, genre en mode, tu sais, quand tu me pousses un truc, ben, je suis une tête de con, j'ai réussi à le faire, je vais te faire chier, moi, tu vois. Je suis là-dedans, ouais. Et comment tu passes du conservatoire justement à DJ? Eh ben, ça n'a rien à voir, hein. Il y a aucune passage entre les deux. C'est juste en fait que l'influence culturelle du hip-hop qui arrive, moi je suis né en 80. Donc ça veut dire en 92, j'ai 12 ans, c'est facile. Donc je suis en cinquième, et ben c'est quand ça arrive, on va dire mainstreamement, je sais pas si on peut dire ça, sur les ondes, à la télé, ça commence vraiment à arriver pour la génération en fait. Les grands avant l'ont vécu plus en mode underground, et nous on récolte un petit peu les fruits du truc en mode un peu plus mainstream. Donc voilà, je me rappelle un des premiers albums que moi je prends dans la face, c'est les Fugees, tu vois. Ouais. Peut-être de mon âge, tu vois. Et après, ce qui fait que aussi à l'époque, faut pas oublier qu'il n'y a pas Internet. Donc ça veut dire que à un moment donné, c'est une petite anecdote, j'en avais marre du conservatoire et du piano, et j'allais au cours de piano, mais au conservatoire je séchais. Et en fait, pour pas me faire griller par ma mère ou mon père, j'allais à la bibliothèque de Courbevoie, où t'as un dernier étage, c'est une discothèque. Tu peux prendre des vinyles et tout machin. Et c'est aussi comme ça que je fais ma grosse culture, on va dire, de son en fait. Voilà. Avec la radio, parce que la radio c'était énorme à l'époque aussi. Ça va, c'était, on va dire que tes parents ne peuvent pas t'en vouloir, en se disant que... Parce qu'ils ont payé pour rien. Mais ouais, non, jusqu'à là, ouais. Bon, c'est sûr qu'après, quand tu fais le bilan des années après, c'est cool. Je me suis fait ma culture perso. Ouais. Mais ouais, je suis allé à la bibliothèque, je faisais des bouquins et beaucoup de BD, beaucoup de bouquins et surtout beaucoup de temps à la discothèque là-haut. Mais sinon, à quel âge t'as commencé à faire tes premiers mix vraiment À proprement parler, ouais. Je les ai fait beaucoup plus tard. Hein. Parce que genre, ce truc de DJing, même si je les faisais, ce que je faisais en fait à l'époque sur les mini-disques, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas vraiment des compiles mixés, c'était plus des playlists, tu vois ou pas? C'était plus des playlists de sons que j'allais récupérer ou machin, que j'allais prendre justement à la médiathèque ou où j'avais chez moi sur C'était plus CD. stylé de dire discothèque, mais c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Ouais. Et non, c'était une médiathèque et c'était une discothèque en haut. Ouais. Et je me rappelle, mon père avait un ampli Denon de fou malade avec une prise optique. Et sur mon mini-disque, je pouvais enregistrer du coup à l'époque la rock def. Et du coup, je prenais des vinyles, je les enregistrais, je prenais des CD, je les copiais, je faisais mes tambouilles et tout machin. Et surtout aussi, il y avait une espèce de business au lycée de mini-disques. Et en fait, quand je récupérais, il me dit ouais, vas-y, efface. Moi, j'effaçais pas, je récupérais ce qu'il y avait dessus. Et voilà, ouais. Et donc j'avais plein de potes j'avais vraiment plein de potes de plein d'univers différents. Et j'avais vraiment des mini-disques vraiment différents, quoi, tu vois. Et tout ce qu'ils me donnaient, je récupérais, j'archivais sur des mini-disques à la maison et genre voilà, je restassais. Et donc du coup, c'était vraiment en mode plus playlist. Après le truc de mix, moi, j'ai mis vraiment comparé à d'autres DJ qui ont commencé vraiment à mixer tôt et avoir ce délire de se dire en termes d'objectifs, ouais, je mixe en soirée, je vais faire ci. J'ai eu super tard ça. J'étais vraiment un DJ de chambre en mode c'est ma passion, c'est mon truc, tu vois. Comme un mec qui fait des maquettes. Un mec qui fait des maquettes, il veut pas l'exposer ses maquettes, il veut les construire. Et moi j'avais ce délire là. Et je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Comme je dis tout le temps, aujourd'hui je vis ma passion, c'est génial, mais demain ça s'arrête. Je continuerai de mixer, moi. Tu sais, je peux partir, je sais pas, genre, on l'a vu pendant le Covid, tu vois. On a tous brillé, mais moi, je suis un mec que je continue à mixer. Tu vois, même à 70 piges, je mixerai. Personne m'écoute, je m'en fous, je fais pour moi à la base. Tu vois, ce que je vis aujourd'hui, je suis un privilégié. Tu vois. C'est un peu tu vois, comment t'arrives là. Moi, je suis un chanceux. T'as fait DJ dans ta chambre combien de temps? En fait, ça a duré très très longtemps, en fait. Pendant des années, j'ai vu DJ dans ma chambre, mais vraiment en mode passion, tu vois, comme un mec qui peut jouer aux jeux vidéo. Il comprend faire son métier, mais c'est son kiff, c'est son machin. Et moi, je l'ai fait des années. Et en fait, après, j'ai fait une école de communication et j'ai rencontré plein de potes. Et j'ai commencé à bosser un peu sur la com de certaines soirées, de mecs des soirées à Paris. Des soirées un peu underground et tout.
Et il y avait un des DJ, Rodney, DJ Rod, qui était DJ, donc je bossais un peu avec lui pour faire un peu ses flyers, machin, sa com et tout. Et la com de l'époque, c'était vraiment ouais, je dirais juste un petit peu avant MySpace, tu vois. Donc ça veut dire fallait un petit peu être geek, juste mettre une photo, fallait rentrer du code de 8 lignes, enfin t'as connu ça, j'imagine. C'est rentrer des codes de 8 lignes et tout machin. Donc ouais, j'ai commencé un peu à bosser là-dessus avec lui. Et il a vu, en tant que DJ, je lui ai dit ce que je faisais et tout machin. Il dit ok machin. Et il s'avère que lui était steward en parallèle. Et une fois il me dit vas-y fais le début de soirée machin là. Et puis en fait j'ai commencé à faire le début de soirée. Après j'ai commencé à pousser un petit peu. Il a vu que je prenais un peu plus de place, donc il m'a mis en début et en fin de soirée. Et puis après de fil en aiguille, en fait j'ai commencé après à mixer avec lui carrément, tu vois. Mais quand tu parles de soirée underground, c'est des soirées étudiantes ou pas? Non, pas du tout. C'est des soirées, on faisait des soirées vraiment très différentes. On a fait même des soirées gays, tu vois. Enfin, c'était vraiment très différentes. C'était quel style musical? Ça restait hip-hop R&B. Plus ça R&B, mais ça restait hip-hop. Ils vont dire hip-hop. Ouais, ça restait vraiment. Comment t'expliquer? Il y a plus trop ça maintenant. Enfin, si un peu ça, c'est un peu les sons qu'il y avait dans les battles de danse à l'époque. C'était beaucoup de danseurs dans ces soirées-là. C'était beaucoup des soirées avec ces danseurs, danseuses, et donc ça veut dire que c'est quand tu mélanges danseurs, danseuses et un peu une communauté gay, ça veut dire en tant que DJ t'as pas le droit à l'erreur. Ça veut dire ils connaissent les morceaux, ils connaissent les chorés, ils connaissent les tonalités, ils connaissent tout, ils connaissent les mix machin, tu peux pas leur faire à l'envers. Pour moi c'est la meilleure école. Tu vois aussi aujourd'hui des mecs qui commencent à commencer dans leur chambre, c'est cool, tu vois, mais ils sont tout de suite confrontés à des vrais clubs avec des clients qui veulent juste turn up sur 3 morceaux connus. Ils ont pas connu cette période-là où il fallait consommer une soirée, où il fallait attraper les gens sur la piste, les faire lever, les travailler. Quand ils partent, tu les rattrapes et voilà. Et donc ouais, pour moi, c'était la meilleure période, on va dire, formatrice sur ma carrière de DJ. Voilà. Après, moi, j'ai eu aussi dans ma carrière de DJ beaucoup de chance par rapport à. Alors, je touche du bois Ikea apparemment, du bois contreplaqué. Pas les moyens ici. Non, on ne dira pas tout. Et moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à mes rencontres. Ça veut dire que j'ai toujours rencontré la bonne personne au bon moment. Et j'ai toujours eu les bonnes connexions, les bons feelings avec les gens. Et aussi il y a un truc je pense que ma carrière dure aussi pour ça. J'ai jamais été dans ce truc de me mettre à genoux devant un orga ou devant des autres DJ en mode. Je vais pas parler vulgairement mais c'est des beats, tu vois, ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Ça veut dire que j'ai un truc à dire, je le dis. Baisser ton tarot, par exemple. Comment? Baisser ton tarif aussi. Ça au début je savais pas comment ça fonctionnait. Ah. Parce que tu sais, en tant que passionné, tu te dis, wow, j'ai pris 150 €, j'ai mis toute la nuit. Ouais. Donc C'est combien ton premier cachet? Je vais te dire, j'ai mixé de 23h à 4h du matin. C'était 90 €. C'était déjà les euros déjà? Déjà des euros. D'accord. Ah ouais, je suis entré là, en tant que pro DJ. Quand je dis pro, c'est-à-dire gagner de l'argent très tard. À quel âge? Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Non, mais à quel âge? Et j'ai commencé vraiment à, je sais pas, genre à 26 ans, 25, 27 ans, un truc comme ça. À vraiment gagner de l'argent avec la musique. Et ça fait, et que depuis mes 30, 31, donc en l'occurrence, 13, 14 ans que je fais que ça. Et que je peux me permettre de vivre, et Dieu merci bien, tu vois. Mais non, j'ai mis très très longtemps, moi, avant de, parce qu'aussi à l'époque, les autres DJ aussi, à l'époque, ne te laissaient pas comme aujourd'hui, ça c'est un autre débat, c'est aussi notre faute de ma génération d'avoir laissé les petits DJ d'aujourd'hui, là, faire tout n'importe quoi. Parce que nos grands à nous, tu vois, donc on peut les citer, hein, enfin, c'est Cut Killer, des mecs comme LBR et tout machin, même des mecs qui étaient en place. En fait, ils nous laissaient pas le choix d'être mauvais. Alors après, c'est subjectif, la musique. Tu peux être bon pour l'un, mauvais pour l'autre, mais ils nous laissaient pas le choix d'avoir 0 niveau, tu sais, quand tu passais avant eux, ou même c'est quand t'avais la pression. Surtout à l'époque. T'avais la pression, quoi. Surtout à l'époque, c'était. C'est level. Tu dis bon, les gens te regardent. Mais à l'époque, si tu fais un truc. Pour être encore très présent dans le game parisien. Ouais. Et français. Aujourd'hui, je tourne beaucoup et je vois des DJ mais qui n'ont même pas le niveau de faire des pré warm-up. Tu vois? À l'époque, il y avait pas de DJ mauvais en soirée. Tu peux pas te rater. Il y avait pas de mauvais. Alors oui, tu pouvais j'aime pas ce limite ça. J'aime pas quand il fait ces scratchs là. C'était des goûts. Ouais. Mais le mec était bon en fait, tu vois. C'est ça. Je sais pas, c'est comme une voiture. Tu dis j'aime pas cette voiture là, mais elle va vite. C'est un bon moteur. Mais j'aime pas la gueule. Tu vois, c'est ça. Et à l'époque, t'avais pas le choix. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce que je reproche au game aujourd'hui. Et sans faire les grilles, hein, parce que aujourd'hui, je bosse entre 4 et 5 heures par semaine, donc c'est pas de la jalousie.
Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais attends, lui, il parle parce qu'il, c'est souvent le cas. Beaucoup de gens parlent parce que eux ne jouent pas. Moi, je joue et je peux avoir ce constat-là. Aujourd'hui, le game, il est un peu pipé. Et on est un peu responsable. Les orgas, moi aussi, responsable. Ah, On est responsable. ah, mais bien sûr. Et je veux savoir, en fait, comment tu as préparé ton premier set en tant que DJ? Premier set, c'est- Comment tu te sentais? Comment t'étais? Le premier set, c'est sur vinyle, Ouais. une soirée étudiante. Et en fait, pas bien. Pas bien, parce que les mains tremblent. Le vinyle, la table, tu la connais pas, parce que moi, j'avais une table, tu sais, genre, table bidon, tu sais, genre, que j'avais. T'avais l'habitude de ta table et Ouais, de ma table. Et, tu sais, les platines, moi, c'était les mêmes, pour le coup. Mais du coup, ce que tu fais chez toi 10 fois. Même pareil, un truc tout con, chez moi, j'enlevais jamais mes cellules. Donc, elles étaient réglées, le bras était réglé comme il fallait. c'était bon. Parce que pour les jeunes, là, avant, il fallait régler les platines, les cellules, tout ça. La pièce de monnaie. Exactement, j'avais pas ça. Ah. Et donc, du coup, en fait, genre, j'arrive, c'est pas le même réglage. Brancher ma cellule, machin, je vois parfois contact, machin. Et quand t'es jeune et on va dire, genre, t'es pas habitué à gérer des sous techniques, c'était compliqué. Je te dis, Donc, tu transperçais la goutte dans le dos, là. Celle-là, qui descend, là. Celle-là, tu dis, oh là là, putain. Et c'est pas comme maintenant, tu refais une boucle. Non, le vinyle, il se finit, faut enchaîner derrière. C'était compliqué la première soirée. Et puis pareil, au début de ma carrière, il y a des morceaux que moi je trouvais phares que j'ai pas pu jouer parce que c'était les grands derrière qui les jouaient. Moi, il fallait que je joue les trucs un peu, tu sais, genre un peu beaucoup R&B au début. Et puis des morceaux, quand t'as pas le choix, c'est des phases B ou des morceaux, tu sais, genre le troisième album du Maxi, de machin, de Snoop, mais que c'est pas un tune. Et le grand jouera le tune plus tard. Toi, tu joues le machin, tu vois. Donc, il y a ce côté un peu, tu vois, Et justement, pas frustration, mais justement qui fait, je trouve qu'il est cool. Oui. Il fait de la culture. Tu vois, aujourd'hui, t'as vu, genre, ils vont dire, ouais, les DJ, les résidents ou les DJ warm-up. Pour moi, c'est un taf qui est hyper ingrat, hyper compliqué. Tu sais, faut faire briller ton guest, entre guillemets, et en même temps, genre, pas griller des morceaux, mais créer une atmosphère, jouer des morceaux un peu cool dansants, mais pas de chipouille, et en même temps qui correspondent à ton établissement ou à la soirée. C'est compliqué, hein, les DJ de warm-up. Et moi, je trouve ça, mais même en tant que DJ warm-up, tu peux arriver à ramener ton univers et faire kiffer les gens et que les gens se disent, ah, j'ai adoré ce qu'il a passé. Et là, justement, les gens disent, ah ouais, lui, il mixe où après? Ah, c'est ça. Et c'est intéressant. C'est ça. Aussi. et dans ton début de carrière, est-ce que tu as connu aussi des moments de grande solitude Mais totalement. et qui t'ont servi après pour mieux rebondir, comme on dit? Totalement. Mon moment de pire solitude, c'est en fait, il y a un mec qui me voit booker, il voit jouer à Paris. Et c'était à l'étage des bains-douches. Il me voit jouer, il dit, machin, je vais te booker, j'ai un club et tout, machin. On tombe d'accord sur un tarif. À l'époque, j'étais pas compliqué. Et tout se passe bien, on m'envoie mes billets. À l'époque, c'était les billets par la poste et tout, machin, tu vois. Petit ticket. Genre, j'étais content, je pars au booking. Et je pars avec un flaquette de vinyle et un sac, c'est les gros sacs de vinyle à l'époque, les Technics, là. Et je jouais, alors je me rappelle plus du tout par où c'est, mais c'est vers l'est de la France, vers Mulhouse, par là-bas, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le multiplex et tout. Donc j'arrive, le mec m'accueille et tout, mais adorable, t'as vu. Et sauf qu'en fait, le mec avait un multiplex et je jouais dans la salle principale. J'arrive, le mec d'avant moi jouait les démons de minuit. Et il m'entraîne au bout de... Dur. Moi, c'est l'époque 13 collés, zirconium comme ça, baggy, 2 t-shirts. Pas de Serato? Non, pas de ça. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ou alors non. Non, mais en fait, en gros, t'avais tes vinyles déjà, c'est ça. Mais tu ne connais pas à l'ambiance musicale. Parce que le mec, Les démons de minuit. il m'a vu ce que je jouais en soirée. Ouais. Je me dis, bon, il va me booker pour ça. C'est une cohérence. Ouais. Il va pas booker un mec. Enfin, je sais pas, genre, c'est comme les requêtes en soirée. Il y a un mec qui me demandait, ouais, t'as pas ça? En fait, tu me demandes de l'afro. Moi, je dis DJ pop, c'est soirée pop, R&B, généraliste. Tu me demandes un son pointu. Quand tu vas au McDo, tu demandes pas des sushis. Et vice versa. Ouais. Donc, regarde où tu vas avant. C'est ça. Donc là, le mec, il me book pour ça. Je me suis dit, ça va être facile. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et j'ai pris une chaussure. J'ai commencé à mettre 2 morceaux et j'ai pris une chaussure. Une chaussure qui a volé. Il dit mince. Et alors, c'est ce qui est cool dans ce moment de solitude, c'est qu'en fait, le mec en question, il était content, il est parti parvenir à sa table, il dansait tout seul, sur mes sons, et je commence à vider la piste. Les gens viennent me voir, le résident vient me voir, le résident, en plus, c'est le résident un peu con. C'est genre, Ouais. ah bah oui, hein. On n'est pas à Paris ici. T'es chez moi et l'américain. Ouais. On n'est pas à Paris ici. L'américain. Mince. Et donc du coup, ce qui était cool dans mon malheur, c'est que en fait, c'était des boîtes à l'ancienne où tu avais les vinyles qui étaient dans les racks derrière le DJ. Tu vois, c'était un DJ résident qui travaillait là, qui avait ses vinyles ici.
Donc j'ai dit, ben, je peux Des pas trucs venir. comme ça, quoi. Voilà, des trucs comme ça, en fait. Ok. Et je me retourne, et ben, au hasard, Vas-y. bon, je connais pas. Ah, ça, je Ah, connais. c'est bon. J'ai dit, oh non, pas ça. Et en fait, j'ai commencé à faire un set, et ben, la vérité, j'ai pas tué la soirée du tout. J'ai pu faire un set j'ai dû jouer au final 25 minutes, donc 10 minutes avec mes morceaux, et le reste avec ses morceaux à lui. Et ben, j'étais hors sujet total. Ouais. Donc, alors que aujourd'hui, tu vois, avec un truc comme ça, rien comme ça, aujourd'hui, avec les Serato et les soirées privées que j'ai pu faire, ce qu'on appelle soirées privées, c'est les soirées corporate, en entreprise, et ben, tu peux rebondir, tu vois. Et puis l'expérience surtout, tu vois. Est-ce que ce genre d'événement, ça t'a servi après pour dire, pour te méfier justement de ces promoteurs-là? Je me suis méfié, mais aussi pareil, à l'époque, t'avais les réseaux, mais c'était vraiment que MySpace, et tu pouvais pas voir tel ou tel club était réputé pour ça ou ça. Aujourd'hui, moi, je reçois plein de messages sur les réseaux, sur Instagram souvent. Ouais, j'aime ce que tu fais, j'aimerais me booker chez moi. Et sur le truc, je clique, il joue là. Ah, mais c'est compliqué, il faut passer par un manager. Alors, c'est pas vrai, tu vois. Mais parce que je vais pas dire, je ne corresponds pas à ton club. Tu vois ou pas? Ton club, pour moi, est trop ceci, trop cela. En fait, et comme je dis, on est tous le beauf de quelqu'un. Tu sais, moi, je suis le beauf de quelqu'un, et lui, c'est mon beauf, voilà. Et à un moment donné, tu sais, genre, on n'est pas compatible. Tu vois. Et même pour eux, tu vois, ça veut dire que je vais venir, ils vont me payer le prix que je vais payer, qu'ils vont payer, et je vais me retrouver face à une clientèle qui, eux, vont pas kiffer, ils vont me payer, ils vont avoir des mauvais retours. Personne sera content. Venez, on reste dans nos trucs, tu vois. C'est clair. Et en plus, on a une époque où les gens, tu sais, quand il y a des commentaires à mettre, ça va vite. Et on dira, ah, mais lui, laisse tomber, il a pas assuré, il est nul. Exactement. Et les gens t'achèvent. Dans une ère où on va t'achever direct, vas-y. Où il est venu? Il sert à rien. On préfère notre président. C'est pour ça. Et en plus, tu vois, genre, ça parle vite. Oui. Tu vois, ça parle vite. À Paris, un mec qui fait une connerie, tu vois, on a tous des groupes, un big up au syndicat. On a tous des groupes WhatsApp ou des groupes de DJ, tu vois, où les gossips s'affusent, tu vois. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel est rentré avec la meuf de machin. Enfin, c'est genre, c'est. Après, tu vas être dans le top Twitter ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Les tops. C'est ça. Donc ouais, l'image des DJ, à l'époque, l'image des DJ, c'était pas ça, tu vois. Ça veut dire que, travailler ton image, c'était toi et toi-même, en fait. C'était, ton logo, le nombre de flyers que tu avais à dispo chez toi, au cas où on te demande tes flyers. Et, surtout, t'avais aussi un truc, le DJ, t'avais pas la cote comme il y a eu il y a quelques années. Il y a eu des grands comme Cut et LBR qui sont surtout les deux là qui sont vraiment mes grands à moi, c'est qui m'a vraiment, tu vois, c'est vraiment pour moi, j'appelle les serruriers. C'est eux qui vont ouvrir des portes pour ce qu'on fait aujourd'hui là. Ils auraient pas été là ces mecs-là, on le ferait pas aujourd'hui. C'est genre ramener cette musique-là et aussi bien, tu vois. Et voilà. Et avec des images totalement différentes les deux, mais complémentaires. Enfin, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment se faire. Sans le double H. Voilà, c'est ça. Double H. Double H, tu vois. Bon bref. Et à l'époque, donc tu sais, nous on arrive après post double H, post tout ça, tu vois, dans des réseaux où il y a beaucoup plus de DJ qu'avant. Avant, il faut pas beaucoup à se partager le gâteau. On arrive à une époque, on a plus de DJ, mais autant de clubs. Ça veut dire qu'en fait que les 3/4 des clubs sont house. Les autres clubs il y a pas de club hip-hop. Il y a des soirées des orgas hip-hop, mais ça s'appelle des soirées, des soirées groove. Ils disent groove, ils assument pas le fait hip-hop. Hip-hop, c'est quoi? C'est Rebeu, Renoir, Tismé, banlieue. Bagarre. Ça fait peur. Alors qu'en vrai, ça veut rien dire. Et je me rappelle même d'une époque, alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou c'est vrai, à l'époque, il se disait que sur les champs, le préfet ne voulait pas de soirée hip-hop. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ça. J'avais entendu parler de ça, moi. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Mais ce qui m'étonnerait pas en même temps, parce que à l'époque, les champs, c'était vraiment l'image de Paris, machin, tu vois. À quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai fait quelques soirées étudiantes, tout ça, je gagne de l'argent, maintenant c'est bon, je me consacre qu'au DJing, et mon revenu principal sera ça. Alors, c'est passé sur une période où j'ai bossé dans la communication. Donc, j'ai fait pas mal de boîtes de communication. Et en fait, je suis arrivé dans une boîte qui a déménagé assez loin, à Montigny-le-Bretonneux. Tu vois, donc pour moi, c'était loin. Donc, ça veut dire qu'en moto ou en transport, c'est le bout du monde. J'habitais à la Garenne à l'époque. La Garenne Colombe. Donc, t'imagines, on prend tous les quais le matin, le danger et les transports, horribles. Et en fait, c'était où je commençais à mixer, 2 vendredis par mois. Tu vois. Mais pas plus, tu vois. Et on commençait à me demander, ouais, alors attends, j'ai une soirée mercredi, machin, ça dit pas, tu vas faire le début. C'était le début de tout ça, tu vois. Et je me dis, non, demain je travaille. Tu vois, donc, non, la semaine je peux pas, moi. C'est un peu cette conscience un petit peu. Tu faisais quoi comme travail? Chargé de communication. D'accord. Voilà. J'ai fait une école de communication.
Et donc j'ai beaucoup bossé dans l'industrie de la mode au début. Donc j'ai fait des grosses boîtes, j'ai fait Givenchy et tout. Et puis après j'ai toujours adoré le cinéma, donc je suis parti chez Fuji pour la pellicule. Voilà. Et donc en chargé de com pour la pellicule pour Fuji France et Europe du Nord. Voilà. Et donc Fuji déménage à Montigny-le-Bretonneux. Je tiens 2 mois, j'en ai marre. Et là je vais voir ma RH, je dis je peux plus. C'est genre le transport, je peux plus, je passe 3 heures par jour minimum par transport, c'est impossible. Et en fait, j'ai pu négocier un départ. Donc je suis parti avec un beau petit chèque. Je rentre chez moi. Ce chèque, je le mets sur mon compte et je le mets sur mon compte, je lui dis voilà. Là, j'ai eu un diplôme, j'ai bossé. DJing, j'ai envie de me lancer là-dedans. Donc ce compte-là, ce chèque-là, je le mets sur un compte et j'y touche pas. Et pendant 1 an, je me laisse 1 an pour kiffer la musique et DJing. Ça marche pas, ben je referai mon CV à jour, machin, et je repartirai bosser en com. Et ben ça fait 15 ans que j'ai pas refait mon CV. C'est top. Voilà. Et ce chèque, j'ai touché que pendant le Covid, c'était la merde. Mais sinon, en vrai, je m'aurais pas touché. Et donc, j'ai fait confiance au début, ouais. Alors, il y a des soirées qui m'ont fait confiance. J'ai bossé avec pas mal d'orgas différents, et je bossais beaucoup au bain à l'époque, au-dessus, au restaurant. Et après, j'ai bossé au privilège. Donc en fait, c'est les horaires avec qui je bossais. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que j'ai dû jouer moi je mets toujours en vinyle. Bon, je fais une petite anecdote vraiment DJ pour DJ. Et tu sais, j'ai dû jouer en CDJ. Et en fait, c'est les sons que tu joues sur Serato, sur les 3000, ta jaquette, elle apparaît. Donc c'est la jaquette de l'époque qui apparaît. Et tu sais, moi je faisais en tant que geek, même en CD ou même sur Serato, moi je refais mes jaquettes, je refais les tags, tu sais, je note les pointus, je refais tout propre. Je mets des couleurs et tout. Et en fait, il y a un morceau, je sais plus quel morceau, je jouais les morceaux, et c'était qui Troopers. Vous voyez cette soirée-là? Troopers, voilà. Habib et tout ça, c'est mes amis. Voilà. Et c'était Jude, ça. Il y a Jude, ouais. C'est voilà, ça là. Je sais pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs, si tu les vois encore, big up à eux. Habib il est plus dans le circuit, il est dans autre chose. D'accord, ok, bah si tu les vois, tu leur dis, voilà. Ouais. Et j'ai bossé un petit peu avec eux. Et voilà, et puis c'est là, j'ai fait un peu mes armes avec eux, tu vois, au privilège et tout machin. Et puis de fil en aiguille, j'ai bossé à droite à gauche, et puis après comme ça, tu sais, les relations. Et comme je dis, j'ai toujours un positionnement genre en mode je suis là, j'aime pas me mettre en avant, mais je suis pas non plus en retrait, tu vois ou pas, je suis moi. Et pareil, c'est un mec cool, faut bosser avec lui. Et ben on me le présente, ça se passe bien, on va bosser ensemble. Si t'as vu genre il fait le mec ou je fais le mec, ça passera pas. Donc moi je reste tel que je suis, tu vois. Vous connaissez un peu les deux dans la vraie vie, enfin tu vois, je suis pas dans le truc on a déjà bossé une fois ensemble, tu vois. Donc voilà, c'est cool. Maintenant tu vois, ça se passe et c'est comme ça, tu vois. Je suis pas dans le truc je suis plus dans la relation humaine et pérenniser ça. Ça se passe bien au taf. Mais vas-y, viens, on bosse ensemble, c'est cool, tu vois. Et donc en me plaçant comme ça, j'étais vraiment en porte-à-faux avec les autres mecs qui DJ, roi DJ, king of machin, nanana. Des mecs qui arrivent de soleil en soirée, machin, qui se la racontaient, qui parlaient trop au micro et tout. Et ben du coup, en ayant ce comportement, j'ai vraiment tissé des liens avec les orgas à qui m'ont fait confiance. Et voilà quoi, tu vois. Et vu que j'avais un gros passif de DJ de chambre, donc grosse culture, écouter la radio, à savoir quoi jouer. Et quand je me retrouve face à comme aujourd'hui, tu vois, quand je reçois à des gamins de 20 ans ou des mecs de 40 ans, je sais quoi leur jouer, quand leur jouer. Parce que l'expérience fait que voilà. Et donc ouais, j'ai fait beaucoup de petites soirées, beaucoup de warm-up, beaucoup de, tu vois, genre des soirées où on avait 4-5 DJ, où t'arrives, tu sais pas quoi jouer. Le Serato arrivait, donc pour moi, Serato, c'est la révolution. La révolution. Mon SL1, mon gros boîtier, là, mais, au début, on galère à se brancher. Mais quand t'étais bien branché, mais tu te rends pas compte de la révolution. Je partais au taf avec un sac à dos. Un défaut C'était complètement fou. Et même au bout de chercher comme ça, clavier, tu cherches le morceau, tu l'avais en double au même moment. Voilà. Et puis je touche du bois, jamais de galère de Serato. Enfin, si une fois, un problème de Mac, mais c'était un problème de tension du courant de l'endroit où j'étais, ça fait péter le Mac, enfin. Et puis pas du ressort du Mac, c'est le ressort du réseau électrique. Et on va dire qu'avec le Serato, faut bien ranger ses dossiers et tout ça. Bien sûr, ouais. Faut bien. Et puis faire des sauvegardes aussi. J'ai toujours fait des sauvegardes de fou malade, moi. Donc. Ouais. Serato, c'était moins bien pour les potes. Comment ça? Un pote de DJ, moi, j'avais une excuse pour rentrer gratos en soirée. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'à l'époque, il portait les bacs de vinyle. C'est le mec qui portait les bacs de vinyle. Pas toi, parce que franchement, j'ai des potes qui m'ont aidé et franchement. Voilà, c'est pour ça, il y avait plus de potes qui portaient les bacs. Ah, c'est la petite anecdote. Moi, je connais un mec, je vais te tairai le nom, un DJ qui bossait beaucoup qui bossait pas beaucoup à l'époque, mais qui voulait dans toutes les soirées. Il allait en soirée avec un fly case vide.
Et, et c'est un mec qui joue beaucoup aujourd'hui. Et je ne dirais pas le nom. Mince, on aurait voulu avoir l'anecdote. Mince. Paris a pour réputation de payer moins les DJ résidents par rapport à la province. Pourquoi, selon toi? Parce qu'en fait, en province, déjà, t'as je pense, ça maintenant aussi, les loyers sont moindres. Tu vois, un club à Paris, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est hallucinant, quoi. Déjà, quand tu regardes un 2 pièces à Paris, le prix que ça coûte, je n'aime pas un club, tu vois, avec des beaux commerciaux et tout. Parce que oui, on dit un bail des beaux, les jeunes. On dit pas des bails. Voilà. C'est pour autre chose. C'est pour autre chose, ça. Et puis, le truc, c'est que si, un tel ou tel DJ te dit non, c'est pas mon prix, il trouvera forcément un autre DJ moins cher. Ouais. Parce que c'est aussi ce game-là, moi, je le vis avec mon pote Tony Vegas, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui je bosse beaucoup depuis des années. On fait beaucoup de passes aux autres DJ, tu vois. Mais on se rend compte, moi, j'ai pas vu des plans, parce que j'ai appris des années après ou des mois après, parce que les mecs passent derrière nous pour baisser les tarifs. Ouais. Et donc, ça veut dire que, donc, si à un moment donné, le tarif baisse, un orga qui n'est pas un orga, qui n'est pas un directeur artistique, qui a pas d'image artistique, qui a pas de vision musicale de son événement, qui est là que pour faire de l'argent de la bouteille, n'écoutera pas la musique. Donc, ça veut dire que qu'ils prennent un bon DJ à 800 balles ou un mauvais à 200 balles. Quand je dis mauvais, c'est pas forcément mauvais, hein, ou un débutant à 200 balles, parce qu'on a tous des débutants, hein. C'est ça qui est différent. T'as le débutant qui veut monter et t'as le mec qui se brade. C'est pas la même chose. Moi, le débutant qui prend 100 € par soirée parce qu'il veut bosser et parce que le regard profite de lui, c'est bien pour sa carrière parce qu'il va apprendre comme ça. Et il va se rendre compte à un moment donné qu'il vaut plus que ça et il va upgrade. Et en bossant comme ça, c'est toujours un chemin d'upgrade. Mais maintenant, le mec qui est censé être de notre rang, qui baisse ses tarifs. Comment tu négocies auprès de ton orga ou ton patron pour te faire augmenter quand t'es un DJ débutant et que t'as envie de progresser, justement, comme tu dis? Ça, c'est compliqué, en fait. C'est souvent, ça passe par des frictions, en fait. Par des frictions qui disent, voilà, moi, j'ai fait ça, mais genre, à un moment donné, je considère que je suis arrivé à un tel stade. J'aimerais bien pouvoir gagner un peu plus, me dire oui ou non. Enfin, il me disait oui ou non. Ou alors, ça pouvait être pris, genre, en mode, mais non, tu prends pour qui? Et c'est moi qui t'ai fait jouer en premier. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai fait jouer là. C'est vrai. Mais grâce à toi aussi, au début de la preuve, tu me prenais en warm-up de warm-up. Maintenant, tu me prends un headliner. Et maintenant, quand je suis pas là, limite, tu vas un peu te décaler ta soirée pour que je puisse être là. Donc, à un moment donné, donne-moi plus les cachets que tu me donnais avant. Viens, on augmente. Après, moi, même encore aujourd'hui, je suis pour les soirées coup de cœur. Ça veut dire que je fonctionne avec si une soirée a un concept qui me plaît, je peux y aller et baisser mon tarif. Mais je le baisserai volontairement. Et je dirais à l'orga, tu le dis pas parce que tu veux. Ouais. Voilà. J'ai bossé pendant quelques temps. Je bosse encore, mais ponctuellement avec eux, peut-être pas une fois par an, avec des Allemands. À l'époque, je suis Titi, ils viennent me voir, ils me disent, voilà, des mecs hyper lookés, super bons délire et tout, machin. Ils me disent, on a un concept de soirée, c'est ça. Et c'était l'époque du début d'ASAP et tout, c'est son un petit peu, vraiment down tempo et tout, ce que j'adorais. Et ils me disent, on a ça comme concept, machin, on a trop de faire venir, mais on a ça comme budget. Et genre, c'était un truc genre 400 balles, tu vois, pour un booking en province, à l'époque, où moi j'avais une bonne petite cote parce que j'étais dans le club parisien. On a commencé à parler, en dehors de la soirée. J'aurais dit, c'est quoi le mec? Payez le VHR, je viens gratuitement. Maintenant, ça fait 8 ans que je bosse avec eux. J'en fais une par mois. Enfin, une par an, à peu près, une ou deux par an. Et je prends, moi, je peux dire le chiffre, hein, je prends entre 1500 et 2000 balles avec eux. Parce que je leur ai fait confiance. C'est cool, ils ont grossi. Ils auraient pu se planter, mais c'est pas grave, tu vois, j'aurais été en accord avec mon truc de, voilà. Voilà, même pareil, tu sais, genre, moi, je suis le premier à faire des gestes pour des potes ou quoi, ok, t'as vu, même souvent les orgas, c'est mon anniversaire. Je viens, je prends le cachet, je leur donne. Bon anniversaire. Et j'ai le mix ailleurs derrière, tu vois. Donc, vas-y, c'est cool. Souvent, je fais ça parce que, en faisant ça, tu montres le respect, on te demande du respect, et après, quand il faudra une vraie soirée, tu pourras pas les cacher, et ça met tout le monde sur les mêmes, des bonnes bases de négociation, et enfin, c'est des négociations commerciales, tu vois. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté humain, le côté passionné aussi, où ils savent que t'es passionné, ils savent que, voilà, t'es là, t'arrives, tu dis, bon, les gars, aujourd'hui, vas-y, allez. Ouais, on fait ça. Bien sûr. Moi, ça m'arrive aussi plein de fois. Parce qu'aujourd'hui, les gens, là, des gros orgas de soirée à Paris, qui sont plus ou moins gros, qui montent, qui descendent, j'ai bossé avec eux sur tous leurs concepts, par exemple. Et au début, sur les 2-3 premières soirées, j'ai refusé le cachet. Parce qu'ils s'étaient plantés. Tu vois? Mais c'était mes potes. Et, j'ai pris 0. Et non, je veux pas d'argent. Et après, tu continues à bosser avec eux. Et après, sur 7-8 ans, on a fait 12 000 concepts et j'étais résident de plein de soirées avec eux. Et c'est toujours bien passé, tu vois.
Et justement, on a toujours l'image du DJ guest qui voyage souvent à travers le monde, tout ça et tout. Bon, on croit que c'est la belle vie, mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est un gros travail derrière. Pas du tout, c'est un gros travail derrière. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques comment t'es arrivé justement à mixer à l'étranger et comment tu prépares tes sets. C'est par rapport, vraiment, c'est par rapport aux endroits où j'ai mixé. Et par rapport aux relations que je me suis fait à la soirée. Ça veut dire que je suis passé de cette génération qui n'avait pas les réseaux, qui a connu le développement des réseaux, et du fait de mon métier initial, j'ai pu m'adapter plus facilement à certains de ma génération. Et je suis aussi un peu bidouilleur, un peu geek, donc j'ai toujours fait tout seul, un peu, voilà. Depuis le début, tu vois. Ouais. Et je suis aussi débrouillard aussi, genre, je sais pas le faire, mais je sais le faire, tu vois. Là, on est sur un podcast en multicam. Moi, je fais des routines multicam depuis 8 ans sur les réseaux. Tu vois. Ça veut dire que je sais pas comment faire. Alors, au début, j'avais qu'une cam. Ouais. Donc, ça veut dire que je faisais la même routine plusieurs fois, ça collait pas. Oh mon Dieu. Et après, j'ai compris qu'il fallait, tu vois, voilà, enfin, c'est pas moi qui t'expliquer, au contraire. Mais voilà, tu vois, et j'ai toujours ce côté un peu d'aller fouiner et tout machin. Donc, j'ai eu ce côté un peu réseau où j'ai des routines, par exemple, sur les réseaux, sur Instagram, des routines que j'ai pu monétiser. Ah, attends, je viens de tomber sur ta routine, machin, j'ai un club ici, et viens jouer chez moi. Donc, ça veut dire que techniquement, quand je fais ma routine chez moi, ça me rapporte de l'argent. Il y a eu ça dernièrement. Mais moi, on va dire à 80%, c'est les relations en soirée. Les gens aussi, ils ont beaucoup d'images de DJ, tu sais, genre, qui voyagent, qui s'éclatent, machin. En fait, on voyage pas. On se déplace. C'est pas pareil. Ça veut dire que, je prends mon exemple. Pendant longtemps, j'étais, une sorte de résidence à Dubaï au VIP Room, à la belle époque de Dubaï, à la belle époque VIP Room. Pas maintenant, hein, c'est il y a 7-8 ans. J'y allais, une fois par mois. Pour les soirées hip-hop du jeudi, qui étaient vraiment excellentes. Et, ça m'arrivait d'atterrir à Dubaï. Le soleil se couchait. Passer la soirée. Douche, hôtel. Je repars à l'aéroport. Et le soleil se lève. Ça veut dire que techniquement, je voyais pas le soleil sur Dubaï. Ça s'appelle pas voyager, ça s'appelle se déplacer. Voilà. T'as ce côté aussi, genre, choper un avion, des retards d'avion, parce que nous, on bosse beaucoup du jeudi au samedi inclus. Quand t'es booké à l'autre bout de la France, et après de repartir le lendemain à Paris pour rejouer après tu vois, genre sur la côte ouest ou côte est, ou sur la côte d'Azur, c'est pas de tout repos. Tu vois. Et plus l'âge passe, plus c'est chaud, en fait, tu vois. Et puis ce qui est le plus dur là-dedans, c'est quoi? C'est les transferts. C'est de chez toi à la gare, de chez toi à l'aéroport, à l'attente à l'aéroport, les contrôles, les machins, les ceci. Et tout ce temps-là, tu vois, c'est du temps que tu perds et que tu rattraperas pas. Et c'est hyper compliqué. Et puis même après, j'ai un truc c'est quand même hyper important. Vu que c'est un peu la mode d'en parler en ce moment, et je trouve ça cool, c'est la santé mentale. T'es tout seul, en fait. Ça veut dire que, moi, tu sais, genre, il m'arrivait une dinguerie. Pour moi, c'est le truc le plus dur que je vais gérer en soirée. J'ai appelé les signes de ma mère une demi-heure avant de monter sur scène en soirée, tu vois. Donc, ça veut dire que t'es tout seul. En face de toi, les gens, ils s'en battent les couilles. Que t'as vécu, que t'as chez nous, qu'ils s'en battent les couilles. Faut les amuser en face. Tu vois. Et en fait, ça, les gens se rendent pas compte de ça. Tu vois ou pas? Genre, eux, ils sont dans un délire festif de soirée, ils se disent, il y a de l'alcool, il y a des filles, c'est la fête, on doit s'amuser. Ils voient le bon côté. Et qu'on va aller voir le bon côté. Ils se rendent pas compte que nous, en fait, les DJ ou les orgas, pour moi, c'est la même chose, hein, tu vois, c'est les orgas. Et c'est pareil quand j'ai les DJ, les orgas, je parle je parle des sécu, je parle des physios, je parle des dames et des monsieur pipi, je parle des commis, tu vois, je parle de toute cette industrie de la nuit. En fait, genre, voilà, tu vois. Il y a des trucs comme ça qu'il faut pas oublier aussi que c'est pas, alors, on fait des métiers passion, on joue de la musique pour des gens en soirée, à gagner de l'argent. On est nos propres patrons. On bosse avec plein de gens, on se déplace, on rencontre des gens différents, on va à l'étranger, on voit des cultures différentes. Mais t'as ce côté en parallèle, tu vois, c'est fait un peu le côté un peu négatif de la chose. Faut pas oublier ça aussi, tu vois. C'est que t'es vite tout seul, même on va dire socialement parlant. Ça veut dire que t'es toujours en porte-à-faux. T'es toujours, regarde, moi je pars du principe que même, on va dire même par rapport aux meufs que tu peux avoir. Voilà, demain t'es avec une meuf. Attends, viens bébé, on part en week-end. Non, en fait, parce que moi, vendredi, samedi, c'est là où je bosse. Vendredi, samedi, c'est ton lundi à jeudi pour toi au travail. Et en plus, moi, quand je travaille pas, je suis pas payé. Parce que j'ai mon entreprise, mais je suis mon propre salarié. Donc, ça veut dire que je rentre pas d'argent si je travaille pas. Pareil, quand t'es malade, pas d'argent qui rentre. Pas de sécu. Tu vois. Et ça, les gens n'oublient pas ça. Tu vois, c'est-à-dire que socialement parlant, genre, t'es pas là. Regarde, par exemple, tu parles avec tes potes, machin, ouais, vas-y, viens, on fait une bouffe, un resto samedi et tout. Tu ramènes ton sac,
À 23h, bah les gars, j'y vais, parce que là, je mixe là-bas, voilà. Mais attends, vas-y, reste un petit peu avec nous. Tu peux le faire une fois pour les gros événements, c'est pour les 35 ans, les 40 ans de ton pote, machin. Mais au-delà de ça, c'est compliqué, parce que c'est dur de faire ça. Tu vois, et c'est ton métier, et psychologiquement, t'es en décalage tout le temps, tu vois. C'est dur, et pour dire, quand il y avait l'épisode du Covid, moi-même qui organise des soirées, j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages, et là, je me suis dit, ça fait du bien de se dire que il y a des gens qui viennent à mes soirées qui me demandent, est-ce que ça va? Tu vois. Mais sinon, après le reste, non, les gens se disent, ouais, c'est bon. Ils pensent pas à ça, hein. Et ils pensent pas à ça, hein. Ouais. Après, bon, on va pas parler du Covid, mais c'est vrai que le Covid, on était vraiment les oubliés de notre année. Ouais. Vraiment les oubliés, tu vois. Donc, ça veut dire que on était les premiers à arrêter, les derniers à reprendre. Ouais. Voilà. On va revenir à une période plus sympa. Bah oui. Alors, raconte-nous l'époque du Titi Twister. Ah, alors, le Titi Twister. Parce que là, depuis tout à l'heure, on tourne à côté, on est là, mais... On veut y aller, mais on veut pas trop y aller. C'est ça. Le Titi, pour moi, c'est le meilleur club que j'ai fait de ma vie. Vraiment, tu vois. Et en plus, je l'ai rodé, j'étais booker là-bas, et DJ résident. Donc, ça veut dire que c'est moi qui bookais tous les DJ. Et certains événements. Donc, je dirais pas DA, parce qu'il y avait un DA sur place, et puis le lieu suffisait lui-même. Vous avez été déjà à l'époque, vous, hein? Oui. Ouais. Donc, vous savez, le lieu suffisait lui-même. T'as pas besoin de DA. Ah, moi, je suis super calé. C'est vrai? Ouais. J'ai jamais rentré des photos. Ah, merde. J'ai vu des photos. Il y avait un néon. C'est dingue. Et ouais, donc, grosso modo, Titi, c'était quoi? C'était créé par plusieurs personnes. Donc, Cyril Perret, Sifou et comment s'appelle, et le boss le mec qui a créé le Queen, Philippe Facien. Et en fait, ils ont créé un lieu sur une perpendiculaire des champs, un lieu atypique. Ça veut dire avec une déco rock poussée. Donc, ça s'appelle Titi Twister. C'est le bar dans un des films de Tarantino et Rodriguez, Nuit en enfer. From Dusk Till Dawn en anglais. Et c'est un bar de vampires dans le film. Putain, j'ai spoilé le film, merde. Et et bon, bref, voilà. Et donc c'est un club, on va dire déco rock, mais déco rock vraiment poussé. Tu vois, avec des vraies guitares au mur, avec des vrais chasseurs en cuir, avec un fumoir dingue, avec une machine à coups de poing, avec des flippers, avec un gros billard. Enfin, c'était de la déco vraiment poussée avec des vrais éléments de déco. C'était pas des décos de boîte en mode, tu vois, je te mets 3 lampadaires et une baleine en gonflable. Tu vois, c'était vraiment de la vraie déco, quoi. Avec un staff atypique. Donc des mecs, des meufs tatoués avec des gilets de motard et tout machin. Mais on joue première partie de soirée Deep House, donc avant la mode Deep House, donc de 23h à 2h Deep House et de 2h à 5h30 du matin Hip Hop. Voilà, c'était le concept. Et donc ça a amené son lot de célébrités. Et quand je te parle de célébrités, de vraies célébrités, quoi. Tu vois, on a eu Tarantino, on a eu Jay-Z, on a eu Rihanna, on a eu Est-ce que toi, t'es groupie ou? Je suis pas groupie. En fait, je suis pas groupie. Moi, Parce que là, t'en parles, mais. Ah ouais, non, parce qu'en fait, j'en parle dans le sens où c'est vendeur pour les gens, tu vois, et d'avoir ce genre de gens qui viennent dans ton établissement sans être payés. Parce que la veille, ils étaient dans un club concurrent en face en étant payés pour faire leur showcase, et le moment, ils venaient chez nous gratuitement pour dépenser l'argent qu'ils avaient gagné à côté. Et comment tu te compares quand tu les vois? Eh ben, c'est justement ça, tu vois. Je suis en groupie j'étais pas en groupie par rapport à l'humain, on va dire, physiquement parlant, mais plus par rapport au travail, tu vois. Quand on a Jay-Z, ben moi j'arrive, il veut se barrer parce qu'il y a pas de champagne. Donc tu vois, genre il y a Jay-Z quand même, c'est chaud quand même. Et ouais, et puis même t'as vu, je trouve ça cool. Mais surtout quand tu les vois, c'est un petit club à la base, tu vois, c'est un club de 500 personnes grand maximum, hyper sélectif à la porte. Tu vois, donc ça veut dire que tu les vois pas en mode gros club avec plein de sécu autour, tu les vois en mode comme là, ils sont là. Tu passes devant, t'as un VIP, mais tout le monde passe dans le VIP, surtout on s'en fout. T'as pas de cordon, pas de PQ, machin, voilà. Donc tu les vois vraiment un peu, tu vois, un peu comme des clubs de New York, un petit peu, tu vois, comme Wanoke à l'époque à Dubaï, à New York, où t'es genre, bah tu rentres, bah c'est qui, bah c'est lui, c'est machin, c'est machin. Tu vois, et t'es au bout de ta life, parce que en petit parisien, tu te dis, ils sont tous là. Tu vois. Et ben c'est un peu cette époque-là, c'était vraiment ça, ce Titi. Et donc, et puis musicalement, ben on faisait ce qu'on voulait, je faisais ce que je voulais, quoi. Ça veut dire que je bookais qui je voulais en DJ, genre je jouais ce que je voulais, fallait que ça reste qualitatif. Et c'était quoi le budget pour un guest là-bas? Un guest, c'était pas cher, hein. C'était 400 euros, un truc comme ça, je crois, pour le guest. Mais on était deux DJ et on tournait une demi-heure. Parce que en fait, les directeurs et la clientèle étaient tellement durs que je voulais pas mettre le guest dans une position de guest qui se plante et qu'on lui tire dessus. Et je les faisais jouer, on faisait une demi-heure. Ce qui fait que c'était exponentiel pour la soirée, pour son niveau à lui et pour mon niveau à moi et pour les clients aussi.
Parce que les clients qui avaient, qui avaient mon set, on va dire, du vendredi, tu sais, je jouais là-bas jeudi, vendredi, samedi. Le jeudi, j'étais tout seul, mais le vendredi, samedi, j'avais un guest. Et le samedi, souvent, je prenais Jax, avec qui je bossais, que j'ai fait bosser au Titi. Et donc, du coup, en faisant ça, le client qui est là va entendre une routine différente. Et si moi, je vois qu'un mec qui fait ma routine à l'envers, une autre routine, moi, je vais dire, mais attends, mais il a mis ça, attends, je vais mettre ça. Tu sais, c'était que des battles saines. Tu vois, parce que pour une soirée, moi, je trouve que d'avoir des, tu sais, quand t'as des grosses soirées avec plusieurs DJ qui font chacun leur partie, ça, nul, moi. C'est mieux les demi-heures. Ça permet de construire un petit truc comme une demi-heure. Et le DJ d'après, elle va dire, putain, je vais mettre ça. Attends, t'as mis ça, je vais mettre ça. Et ça monte le niveau, mais de ouf. Et en plus, quand t'as dedans un résident ou un mec à l'habitude de la soirée, il va savoir, lui, un peu mettre un petit coup de barre pour te dire, attends, là, on part trop là, viens, repart par là. Tu vois, un peu axer la soirée. Et en fait, on a fait ça au Titi, et ce qui fait que c'était une recette, mais qui musicalement a payé de fou. Et après, la DA et la porte, hyper serrées, on fait que, on a eu toutes ces grossettes qui sont passées en client. Mais aussi, qui s'amusaient, quoi. C'est aussi le fait que t'aies pu booker aussi les bons DJ, parce que c'est important, musicalement parlant. Et comment tu fais pour passer de DJ du Titi Twister à booker Quand je mixe, je me débrouille et j'apporte un truc différent des autres DJ qui eux étaient déjà dans l'époque du 8e, qui étaient dans le circuit, on va dire, du Sens, Triangle d'or. Voilà, du Triangle d'or à l'époque, qui étaient dans le circuit. Donc ils jouaient vraiment 8e. Et moi, le fait de jouer un peu plus bellevilloise, de jouer mélanger hip-hop vraiment dark, et derrière je vais te mettre un truc un peu girly, un truc un peu, c'est toujours ma patte, tu sais, genre de prendre un morceau, de le déstructurer, d'en mettre l'original, le sample et la reprise, et derrière je mets un petit jingle pour faire rigoler les gens. Et en fait, ça a vraiment pris au Titi. Et par rapport à la DA a kiffé ça. Et en fait, un par un, les mecs, en fait, ils les ont écartés. Donc voilà. Et après, donc voilà, donc le DA m'a dit, c'est quoi, vas-y, genre, est-ce que tu vois des mecs qui font un peu comme toi, machin? Je dis, ouais, j'ai un peu, pas une team, mais genre des mecs avec qui je m'entends plus ou moins bien. J'ai même booké des mecs avec qui je m'entendais pas, mais qui pour moi correspondaient à ça. Et je me suis même embrouillé avec des potes, parce que je les bookais pas, parce qu'ils avaient pas le niveau, ou alors parce qu'ils avaient pas l'image pour venir jouer là-bas. Ah oui, aussi, j'ai oublié un truc aussi, j'ai aussi bossé, moi je bosse encore souvent avec lui, avec un mec qui s'appelle Alpha CDB, qui m'a fait bosser beaucoup dans les soirées de Fashion Week. Voilà. C'est le numéro 2 de Louboutin en France aujourd'hui, enfin de Louboutin au monde aujourd'hui. Il a une agence de com aussi. En fait, j'ai beaucoup bossé avec lui. Il avait fait beaucoup de soirées chez Maxime avec une clientèle, mais vraiment très pointue du monde de la mode, des gens à qui musicalement tu peux pas leur faire. Et ça, quand tu as une soirée comme ça, c'est pire que d'aller à une soirée généraliste avec des gens qui veulent que leur Drake ou leur Rihanna. Tu leur fais pas. Ça veut dire que tu mets pas de tube, tu mets que des trucs pointus, machin, et voilà. Et voilà. Et donc du coup, comment je passe de booker? Parce que du coup, du fait au début, on est plein de DJ. Du fait d'avoir cette vision que j'ai par rapport aux soirées mode, donc j'ai mixé pendant, je sais pas, j'avais Fashion Week, j'ai fait peut-être 10 fois Louis Vuitton, tu vois, j'ai dû faire, j'ai fait Givenchy 5 fois, j'ai fait Yamamoto, j'ai fait Kenzo, enfin vraiment, je vais faire le mec qui se la raconte, mais il faudrait que je rame vraiment mon press kit ou c'est mes archives pour te dire ce que j'ai fait vraiment ça en termes de marque. Mais excuse-moi de te dire que si tu te l'as raconté entre parenthèses, comme on peut dire, tu l'afficherais sur tous tes réseaux, c'est pas une chose que tu fais. Pareil, j'ai des photos avec tout le monde, avec plein de restas, mais j'ai pas des photos. With my bro, non, en fait. Ouais. Bien sûr. Tu vois, le nombre de mecs que je vois en soirée, à la Rosta, with my bro, le mec s'est même pas quitté. Il se dit, ouais. Tu vois, alors que moi, j'ai vécu, Dieu merci, merci beaucoup. J'ai vécu des moments avec des grosses têtes, excellentes, tu vois. Des acteurs avec des vrais stars, tu vois. Moi, très souvent, je dis aux DJ, je leur dis, vas-y, mets un truc que les gens connaissent pas aussi, vas-y, prends des risques. Je leur dis, vas-y, on s'en fout. Mais du moment que les gens, ils restent sur la piste en se disant, c'est quoi ce son? Mais je danse quand même, en fait. Et c'est fort, parce que ils arrivent à me tenir sur la piste. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Je dis, vas-y, balance des trucs qu'ils connaissent pas, on s'en fout. Non, je comprends. Mais c'est un orga qui est éduqué avec un passif. Oui. Mais maintenant, t'as beau être un orga comme ça, éduqué avec des DJ, en plus, chez qui tu bois comme DJ, j'adore ces mecs-là, tu vois. Ouais. J'avais d'ailleurs fait bosser Chris, Youngine, j'avais fait bosser Titi à l'époque. Beaucoup Titi. Franchement, c'est un de ses premiers bookings réguliers que je lui ai donné à l'époque. Chris, ouais. Parce qu'il tient la route de fou, ce mec-là. Il est trop fort, bon mindset et tout. C'est depuis l'année on fait Soul and Food à Bastille, et c'est depuis gros DJ. Technique et gros mindset. Shout out à lui aussi.
Ah bon. Bon, Noise un peu moins, parce qu'on n'aime pas trop Noise. Noise. Il a des bonnes blagues quand même. Des gens. Un noisette. Il fait Ouais, non, mais beaucoup de bruit. Enfin, voilà, tu vois, genre, ça veut dire aussi, tu n'es pas aussi tu vois, quand on prend ta soirée, Ouais. dis ça à tes DJ, en plus de gros DJ, tu vois, qui savent ce qu'ils font, techniquement parlant, musicalement parlant, culturellement parlant. Ouais. Rien à dire sur le DJ, enfin, Bien sûr. rien à dire sur les DJ. Même quand tu book Iwan, pareil, rien à dire, Iwan, rien à dire. Ouais. Le patron. Maintenant, quand en face, sur la piste, t'as beau faire ton travail d'orgueil, tout machin, t'as sur la piste des gens qui sortent partout et qui veulent que leur truc, et ben, à un moment donné, t'as beau avoir les meilleurs DJ du monde qui font les meilleurs sets musicaux, machin, et ben, si la vieille greluche, elle veut son Rihanna, work, et l'autre, il veut son Sheck West, que je peux plus jouer, j'en veux plus, ou son Pop Smoke Dior, si tu le joues pas, ils vont dire, ah, mais la soirée, ouais, vite fait la musique. Parce que eux, ils vont attendre que ça toute la soirée. Tu vois? Mais alors que ça t'affecte ça ou? Moi, ça m'affecte de ouf. Ouais. Ça m'affecte de ouf. Les playlists, ça m'affecte de ouf. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, pareil, tu sais, vu mon âge et ma progression dans le game, je me dis, je m'arrêterai quand je retrouverai que tout ce qui sort, c'est nul. Mais t'as des albums de ouf qui sortent tous les jours. T'as des trucs de ouf qui sortent tous les jours. Juste, en fait, les gens, ils ont tapé un blocage et ils se sont arrêtés sur les soirées. Ce que je fais, moi, attention, c'est les soirées, on va dire de clubs vraiment cool, tu sais, avec une bonne image et tout machin, et se sont arrêtés à un délire. Et des fois, par-ci par-là, tu peux jouer une nouveauté ou un petit tube de l'album qui vient de sortir, ça va prendre parce qu'il y a eu la trend TikTok, parce qu'il y a eu parce que Travis a fait une vidéo avec machin Jenner, Matub, machin, pardon. Et dans ce cas-là, ça devient viral, donc tu peux le mettre. Ouais. Là, on t'a vu récemment avec Wemby sur les champs quand il a fait pour son sponsor. Là, tu prépares comment ton set? Parce que les gens sont pas venus pour danser. Alors Wemby, t'es là. Voilà, en fait, Wemby, là, en fait, il voulait, il a mis son équipe, donc beaucoup de quinri, il voulait que du hip-hop pointu. Donc pour moi, c'est génial. J'ai pris mon Spotify et j'ai mis ce que j'écoutais, en fait, tout simplement. Donc les derniers albums de tout ce qui est sorti, et j'ai joué vraiment de nouveauté. Tu vois, genre. Et ils ont réagi comment? Ils ont réagi, ses potes, ils dansaient. Après, c'était une présentation tu vois, le son était pas trop fort, donc ça a dansé un petit peu au début. Et puis après, il y avait des animations, machin, c'était pour son événement pour lui, tu vois, pour l'annonce. Donc c'était pas une soirée dansante. Mais ouais. Mais en général, sur une soirée, moi, en fait, genre, du fait de l'expérience et que je bosse beaucoup en soirée, je prépare mes soirées, je fais toujours ça s'appelle une crate, un dossier avec des sons dedans. Et en fait, quand je fais la soirée régulièrement, cette crête-là, je vais la nommer, par exemple, genre demain, je sais pas, je joue chez Nguyen, tu vois, dans ce club-là. Je joue une fois par mois là-bas. Et ben, en fait, je vais prendre une crate et je vais prendre une quinzaine de sons que je vais mettre dedans, que je vais préparer. Des sons que j'ai entendus, nouveautés, des sons que j'ai Shazam, des sons que j'ai piqué, entre guillemets, un autre DJ qui a joué, il dit, oh putain, il a joué ça, oh, je le joue jamais. Et ben, je vais le mettre dedans, tu vois. Et après, je vais tenter une routine avec ça, je vais voir si ça va passer. Ah, attends, ça fait penser à ça. Ah, ce nouveau Sexy Red, là, la nouvelle meuf, là. Il fait penser à ce beat-là. Si je le mixe comme ça, eh ben, je mets ces 2 morceaux dedans, comme ça, tu vois. Et c'est fait qu'en fait, j'ai un dossier avec, on va dire, 15 morceaux improbables, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est un peu ma ligne de direction. Et ça veut dire qu'autour de ça, je vais broder avec des tubes qu'il faut mettre, avec des routines qu'il faut faire, avec le Sheck West. Et voilà, tu vois. Et je fonctionne mes sets comme ça. On va dire dans la globalité. Et après, moi, à part ça, je prépare. C'est-à-dire, j'ai pas de set prêt du début à la fin. À part quand je suis en radio, truc comme ça, évidemment. Là, et encore, je me prépare, on va dire, à 2/3. J'aime bien les seins. Moi, j'aime bien ce côté un peu adrénaline. Tu vois pas? J'aime bien ce côté un peu genre, je mets quoi? Tu sais, genre, même des fois, tu sais, je me mets en... 15 secondes. Ouais. Ouais. Là, ça, à cause de mes, je dis, moi, tu vois. Ça veut dire, c'est souvent des trucs genre en mode, je me mets des pressions tout seul. Pas cap, tu rates pas ton écran avant 1 minute. Et après, je mets quoi maintenant? Tu sais, je fais que des trucs comme ça. J'arrête de respirer avant de trouver un son, tu vois. Je fais un teubé, moi. Je suis un malade. J'ai des tics. C'est vrai, ça casse la routine. Vas-y, tu vois, donc, voilà. Tu vois, donc j'aime bien ce côté un peu, tu sais, genre adrénaline du live. Après aussi, le défi, il vient de quand t'as des requests, de faire tout. Alors, si la request est demandé, déjà, 1, poliment, et de 2, qu'elle est cohérente avec la soirée, c'est de la rentrer, tu vois. Et si elle est pas cohérente, mais que le chef de rang me dit, il y a un gros billet, s'il te plaît, ils envoient, je sais pas combien de milliers d'euros sur une table, et ben moi, devant ou derrière, j'essaie d'amener ce son-là d'une façon comme ça, tu vois. Pas de manière demandée, c'est-à-dire, genre, je te l'amène parce que
J'essaye parce que ça reste aussi un business. Ça fait partie de mon set. Ça reste un business, pareil. Tu vois, si j'envoie chez le chef de rang et qu'il fait son argent comme ça, et la soirée, elle génère l'argent comme ça, je vais pas revenir. Je vais pas être rebooké. Donc, ça veut dire, faut mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'à cette heure-ci, t'as vu, genre, comme j'ai toujours dit, hein, quand tu mettras que mon blaze et ma tête sur un flyer et ça ramènera 5000 personnes, je ferai ce que je veux en soirée. Je jouerai de belles musettes si je veux, toute la soirée, je ferai ce que je veux. Maintenant, je suis booké par rapport à une image que j'ai, de club où j'ai joué, et par rapport à l'image. Demain, t'as vu, genre, je suis booké chez toi, je suis pas booké en tant que Livou. Je suis booké par rapport à votre soirée qui a un renom. En fait, un renom qui est un nom qui est fait par Noise et machin, par les DJ qui sont passés avant. Mais, c'est Livou ou Tartampion, on s'en fout. C'est juste le concept de la soirée qui fait que je dois m'adapter. Donc, à moi de m'adapter aussi à ça. Donc, je le bosse comme ça. Par contre, j'ai une anecdote un peu cool que LBR raconte souvent à mon égard. Je suis au Café Barge, aux soirées Sunday Groove à l'époque, quand c'était bien. Ouais, je tire par-dessus. Et non, je rigole. Et quand on était au Café Barge, en fait, il y a un client qui arrive, tu vois, son anniversaire, je vais envoyer 10 dompés, machin. Et le mec, il dit, et c'est le chef de rang, qui est un mec du 8e, tu veux quels sont, frérot? Et lui, il dit, je sais pas ce que tu veux. Il dit, allez, la danse des canards. Non. Je suis en soirée hip-hop, Sunday Groove, qui était assez pointu à l'époque, le dimanche. Ouais. Vibe de ouf, c'est vibe un petit peu, genre, comme les soirées à Los Angeles, comment ça s'appelle, The Do-Over. Ouais. Un peu comme ça, tu vois, genre. Danse des canards. En mode, t'as vu, genre, machin. Il demande la danse des canards, parce que le mec, il envoie 10 dompés. 10 dompés, c'est un budget, quand même, pour une soirée comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire que je suis résident de la soirée. Comment je vais faire? Partage de connexion, parce que j'ai pas la danse des canards. Ouais. Donc, je télécharge à l'arrache la danse des canards. Et je mets la danse des canards sur le Redeem Bam Bam. C'est la danse des canards. Et les gens dansent, ils n'ont pas remarqué. Et là, j'ai dit, wow. Quel exploit. Bien joué. Exploit, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le génie du moment, tu sais, où tu dis, oh, je vais faire ça. Et ça peut, j'aurais pu me planter de ouf. Attention, hein. Souvent, quand t'as l'adrénaline, je le plante souvent. Il y a des fois des routines que je fais, mais après, l'expérience fait que tu rattrapes. Et ça se voit pas. Personne n'a rien vu sauf toi. Et le client. Et les gens continuent à danser. Ouais. Il y a toi qui a vu. Et les gens fait ça un peu ça comme ça, mais ils ont dit, arrête de danser, tu vois. On dit que, et tu vois, et Bertrand, souvent, il ponctue LBR. Ouais, LBR, pardon. Ouais. LBR ponctue cette histoire en disant que lui, à son époque, tu vois, genre, on m'aurait sorti des platines. On m'aurait viré des platines, tu vois. C'est une époque différente. Et sinon, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer en tant que DJ? Franchement, un seul. Bosser. Carrière. Ouais. Bosser. Quand je dis bosser, c'est global. C'est-à-dire bosser en premier élément de ta musique, ton set techniquement parlant, bosser ton hardware. Quand tu as un soirée, tu sais te brancher. Tu dis pas, attends, je branche que sur la 1 et la 2, on fait comment? Non. Ouais. Bien, on se branche. Tu vois? Et surtout, bosser aussi ton image, parce que ça fait partie de sa génération, tu sais, de bosser l'image. Et aussi, genre, de rester humble. Pas forcément humble. Tu peux te créer un personnage et être un petit peu hautain, machin, tu vois. Il y en a qui l'ont fait. Le plus grand, le serpent l'a fait avant tout le monde. Regarde où il est maintenant, tu vois. C'est tombé, quoi. Il est pas plus haut. Tu peux pas aller plus haut. Donc, t'as vu, il a créé ce personnage-là, machin. Ça, c'est cool. Mais, je sais pas, genre, je pense que pour débuter, il faut être intelligent et bosseur. Intelligent et bosseur. Et puis, surtout, genre, être un peu différent sans te mettre en marge. Et j'ai une petite anecdote là à propos de toi. C'est pas moi qui vais la raconter, c'est quelqu'un qui va te la montrer. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Et c'est pas moi. Oh merde. Yo, tu vas bien? Bon, je vais te raconter une petite histoire sur notre ami Livou. Il y a 6 ans, on était parti à New York pour jouer pendant la Fashion Week. Et, je sais pas, on avait 1 ou 2 soirs de libre. On s'est dit, venez les gars, on était plusieurs, venez les gars, on sort, on fait une petite boîte. Bon, jusque-là, tout va bien, on est parti en boîte. Et après, on a fini dans un strip club. Et notre ami Livou avait abusé de la patronne, je pense, ce soir-là. On voit notre gars, il est devant le bar, en train de jeter des billets en l'air. Jusqu'à le lendemain, sa banquière l'a appelé pour savoir si il s'était fait voler sa carte bleue, quoi. Donc, vas-y, tu peux lui parler de ça et je sais pas s'il s'en souviendra. Hein? Allez, bisous, Livou. Tony Vegas, un de mes meilleurs potes, DJ avec qui je partage plein de choses. Plus qu'un frère. Mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Et en fait, on est parti à New York il y a 5-6 ans avec DJ Ike, on appelle le maire de Londres, un DJ qui joue à Londres beaucoup, et DJ Lucky,
donc le fameux Lucky. Okay, ouais. Et c'était la première fois à New York avec nous. Donc on l'a pris avec nous et puis Brian, le boss de Jungle. Donc on est parti faire un trip à New York en mode on mixait tous chacun tous les soirs machin. Et un soir on bossait pas, on s'est fait une sortie ensemble. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Quand il dit que j'abuse de la patronne, on parle pas de la patronne du club. On parle de la patronne de la tequila, la marque la patronne. Hein, que ce soit vraiment voilà. Et bon bref, il s'avérait qu'on a fait 2-3 soirées, enfin des événements, des soirées, et on a fini avec un pote à nous qui connaissait un strip club. On a fini en strip club. Et ben là-bas c'est très culturel, tu vois. Là-bas tu retires à la machine, t'as un ATM genre voilà, tu retires, un distributeur, tu retires en billet de 1 ou de 5, et après tu le lances sur les strip clubs tout machin. Et en fait, ben l'alcool aidant, le New York avec les copains, bonne grosse bouffe chez Miss Lily's avant et tout, beaucoup trop d'alcool pour tout le monde. Et ben on a fini sur la scène avec les stripteaseuses, on a envoyé des billets tout le monde comme ça, faire des câlins au sécu, enfin vraiment genre mais vraiment c'est genre c'est quand nous on a l'alcool avec Tony, l'alcool déjà connerie, et on a l'alcool riche. Ça veut dire quand plus tu bois plus t'es riche. Ce qui n'est pas vrai. Tu vois ou pas? Et donc voilà. Et le lendemain, t'as vu, donc réveil, tête dans le cul, mon téléphone qui sonne, ma banque qui m'appelle. Je pense qu'on a volé votre carte et tout machin, avec New York et tout machin. Vous avez des gros road trips dans un endroit, dans un bar sportif. Ben non, c'était pas un bar sportif. Voilà. C'était un club de strip. Ça suffit. Voilà, c'est l'anecdote de New York. Alors sur Insta, sur les réseaux, ton pseudo c'est Livo. The 80 Kid. Yes. Parce que je suis en 80. Ok. Voilà. Et je suis un enfant des années 80, donc c'est ça, en fait. Voilà. Ça tombe bien. Parce que on a préparé un petit quiz. Ouais, justement. Les années 80? Et ouais. Ah ouais, putain. Allez, c'est parti. Je suis né en 80, les gars. J'ai pas vécu les 80. Enfin, Écoute, nous aussi, ça commence à bégayer, ça. Voilà, ouais. C'est à cause du thé, ça. Ouais, c'est parfaitement. Alors, quel jour a été diffusé pour la première fois le clip Thriller de Michael Jackson sur la chaîne MTV? Non, j'ai des propos quand même. Ah ouais. Parce que je vais pas te dire là. Ah ouais. Alors, première réponse. Sur MTV US, hein. Ouais. Le 25 juin 1981. Ouais. Le 9 novembre 1984. Le 2 décembre 1983. Ou le 1er janvier 83. J'ai 80... On doit se réfléchir. Franchement, là, c'est un peu des dates, genre, ils sont relativement proches. J'ai 84. Eh ben non, c'était le 2 décembre 83. Bah, j'étais pas loin, c'était un mois après. Ouais, grave, c'était pas loin, mais c'était pas ça. On aurait dû mettre 90 ouais. pour voir. Ouais, non, mais non. Bon, plus simple, maintenant. Je savais que c'était pas dans ces eaux-là, par contre. Plus simple, maintenant. Qui a composé la musique du film Retour à le futur? Je sais que t'es fan, ouais. Alors, John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri ou Eric Serra? Non, c'est pas Eric Serra. Ouais. C'est John Williams. Eh non. Non, c'est Star Wars. John Williams, c'est Star Wars. Ouais. Et c'est le deuxième. Le deuxième, c'était Hans Zimmer. Ouais. Non. Non. Quoi? Non, c'est Alan Silvestri. Tout le monde pense que c'est John Williams et tout. Ouais. Ça fait vachement John Williams. Ouais. D'accord. Bon, c'est un peu plus rap, je pense. Allez. En 86, quel groupe de rap a marqué les esprits avec le titre My Adidas? Run DMC. Voilà, on va besoin de te le dire. C'est bon, ouais. Allez, dernière question, tu la poses, là, vas-y. Allez, dans quel club parisien se déroulaient les soirées chez Roger Boîte Funk? A. Bain-Douche. B. Palace. C. Globo. Ou D. La Main Jaune. Moi, je dirais Globo, parce que j'ai pas connu ces soirées-là. Bon, bah. Bonne réponse. Voilà. Voilà, tu vois, c'était... Comment tu fais? Bah voilà, merci. Bon, bah c'est cool. Merci pour l'accueil, les gars. Ouais. Merci à toi. Merci 1000 fois. On a de voir ta rendre et puis voir les prochains invités. Okay. Alors, le moment est... C'est qui d'ailleurs en invité prochainement? On peut pas le dire, c'est secret défense. 3 petits points. C'est vraiment très très bon. Safa, t'es assuré? Franchement, ça fait plaisir. Ah ouais. Je reviendrai tous les ans.